Donc, justement, notre prochaine conférencière est Jessica Gay-Jolicoeur de Solio, groupe Optibœuf, qui va nous parler un petit peu d'alimentation et l'impact sur le persillage. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bon, fait que là, moi, j'ai le crush de la tarte au sucre qui est passé. Fait que là, faut que j'allume ça parce qu'il y a quelqu'un qui dort à ma table en plus. Fait que on va essayer de réveiller tout le monde puis s'assurer que tout le monde suit. Fait que oui, effectivement, moi, j'ai eu le mandat aujourd'hui de venir vous présenter la portion plus alimentation. L'alimentation qui va avoir vraiment l'impact sur la qualité de notre carcasse. Fait que aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous présenter des objectifs de présentation. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est que à la fin de mon speech, à la fin de mon heure, j'aimerais ça vous démontrer l'importance de l'alimentation sur la qualité de la carcasse. J'aimerais ça aussi vous prouver que les changements que vous allez apporter, bien, ils vont vous rapporter financièrement à la première année. Parce que quand on a commencé à parler d'augmentation de la qualité de la carcasse, des rendements, du point de vue de la filière, la première chose que je me suis dit, puis la première chose que j'ai dit aux gens avec qui j'ai discuté de ça, c'est « je suis d'accord avec ça à 100%. Mais il faut que le retour sur investissement dans la poche du producteur se fasse sentir rapidement. Parce que faire des changements pour que ça nous paye dans 3 ans, OK, mais je pense que dans un contexte actuel où ce que les liquidités sont peut-être un peu plus rares, où ce que le marché est plus incertain, je pense qu'il faut qu'on vise des objectifs qui vont nous permettre d'augmenter notre rentabilité à court terme, tout en étant capable de répondre aux besoins du marché. Fait que j'espère être capable de vous présenter quelque chose qui va vous convaincre de ça. Puis, troisième chose, bien, je pense qu'on en a parlé beaucoup, on parle de la filière depuis ce matin. Vous allez voir que du côté de l'alimentation, c'est un travail qui se fait du début jusqu'à la fin de la chaîne. Fait qu'il faut qu'on travaille main dans la main, on n'a pas le choix, parce que peut-être que la génétique, c'est un peu plus du côté des producteurs vacheveaux, puis du côté des producteurs de race pure que ça se passe. Mais pour ce qui est de l'alimentation, tout le monde est capable de mettre son grain de sel dans l'industrie pour arriver aux objectifs qu'on est. Fait que là, je me suis donné 3 objectifs à répondre pour aujourd'hui. Fait que là, je vous demande, êtes-vous prêts? Hey, plus fort que ça, là. Êtes-vous prêts? Oui! Hey, ça a toujours été mon rêve de faire ça dans une présentation. Good! On part. Fait que, bref, on va commencer par le début. On a une première étape qui consiste à former les cellules adipeuses. Dans le fond, la première étape de formation des cellules adipeuses, on va l'appeler l'adipocyte hyperplasia. Fait que dans le petit graphique que vous voyez là, qui, selon moi, parle beaucoup, c'est tout ce qui est en bleu. Fait que tout ce qui est en bleu, puis ça, c'est les différents, là, on ne voit pas très bien, là, je ne sais pas si vous voyez bien, la ligne du haut, c'est justement, c'est le gras intramusculaire. La deuxième ligne, le extra, intramusculaire, la première ligne, je vais l'avoir. Intermusculaire, dans le fond, entre les muscles. Puis après ça, on a tout ce qui est le gras sous-cutané, puis entre les viscères. Fait qu'il y a différents types de cellules adipeuses qui vont se déposer à différentes places dans le corps de l'animal. Puis nous, bien sûr, ce qu'on va focusser en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est intramusculaire, c'est notre fameux persillage. Fait qu'on voit que peu importe le type de gras, on n'est pas à la même vitesse au niveau de la formation, qui est vraiment en bleu. Puis ce qui est en rouge, pourquoi ça a reculé? OK, ça va. Puis ce qui est en rouge, dans le fond, là, ça, c'est vraiment, je l'ai appelé le remplissage des cellules. Fait qu'on est vraiment en 2 temps dans nos affaires. Il faut les déposer, il faut les fabriquer, ces cellules-là, puis après ça, il faut les remplir de gras. Fait que c'est là qu'on va voir que ces affaires-là, ils ne se font pas chez le même producteur, ils ne se font pas au même niveau, à moins d'être naisseur-finisseur, mais tout ce qui est formation de cellules, on va plus parler de ça en bas âge. Puis on va même aller plus loin là-dedans. On va même parler d'une influence de l'alimentation sur le dépôt des cellules du persillage avant même que le veau vienne au monde. Puis, pour ce qui est de remplir ces belles cellules-là, bien ça se passe dans le parc d'engraissement, ça se passe un peu avant l'abattage, dans les derniers mois de vie de l'animal. Puis, entre les deux, on a une marbling window. Fait que là, le 3-8 mois, là, la petite question de tantôt, on va y répondre. En tout cas, j'espère que je vais être capable d'y répondre.
Fait que dans cette période-là aussi, il y a des interventions qu'on peut faire pour essayer d'aller augmenter notre quantité de cellules adipeuses intermusculaires. Fait que tout ce qui se passe avant la naissance, on a un concept un peu, là, qu'est-ce que ça mange en hiver, de programmation nutritionnelle fœtale. C'est un bien beau grand mot, une bien belle grande expression, mais en fait, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que on est capable d'aller travailler sur des variations alimentaires dans le stade embryonnaire. Fait qu'on est capable de donner à la vache, on est capable de faire des variations alimentaires sur l'alimentation de la vache au moment qu'elle est en gestation, vers la fin de la gestation. Puis ça, mais ça va affecter le fœtus, puis ça va avoir aussi des impacts qui vont être permanents sur les performances du veau, puis aussi sur la qualité de la viande. Donc là, on n'est pas juste là, j'ai mon veau qui est au monde, puis j'interviens. Là. Mon veau, il ne s'est pas montré à binette encore, puis déjà, il y a des choses que je peux faire pour essayer de l'enligner sur le sens du monde. Fait que le stade fœtal, dans le fond, les derniers mois de gestation, c'est lui qui est le plus important, puis il va dicter bien des affaires au niveau de la différenciation cellulaire. Ce qui fait qu'il y a une cellule souche qui va se différencier en cellules musculaires, en cellules adipeuses, en cellules conjonctives, etc. Ça va se passer aussi au stade fœtal. Là, ce qui est important, je fais quand même un petit warning par rapport à ça, parce que là, ça a l'air bien beau, cette grande théorie-là. Mais même si la notion de programmation nutritionnelle fœtale existe, puis qu'elle aurait un lien avec qu'on pourrait faire des interventions pour le dépôt de persillage, bien, les effets peuvent quand même être assez mineurs. On n'ira pas changer le monde avec ça. Puis, tout ce qui est dans le fond, les autres conditions nutritionnelles, les autres conditions d'environnement, la génétique, comme on en a parlé, ça va quand même avoir des influences qui peuvent venir un peu interférer avec ce concept-là. Mais il y a quelque chose qui existe à ce niveau-là, puis c'est quand même important d'en parler. Fait que dans le fond, ce concept-là existe, ce n'est pas une garantie, mais moi, ce que je veux vous amener, vous n'oubliez pas mon objectif numéro 2, je veux vous prouver que les changements que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, ça va être non seulement pour une question de qualité de carcasse et de persillage, qui est un objectif quand même, mais ça va être aussi pour votre poche, puis pour votre portefeuille, puis pour l'augmentation de la rentabilité de votre entreprise. Fait que c'est plus qu'un concept de persillage, tout ça. Parce que même si le concept d'augmentation de persillage n'est pas garanti avec la programmation fœtale, bien, l'alimentation prénatale, elle joue un rôle dans le veau à naître. Elle joue un rôle majeur. Parce que de la façon que vous allez alimenter votre vache avant le vêlage, ça va avoir un impact sur la qualité de son colostrum, puis aussi sur la vigueur du veau. Ça veut dire que 4 à 6 semaines avant le vêlage environ, il y a des interventions qu'on peut faire au niveau de l'alimentation qui vont venir aider à ce que notre veau soit vigoureux, qu'il soit en pleine santé, puis que la qualité du colostrum, parce que la colostrogenèse se fait à peu près 5 semaines avant le vêlage, bien qu'on ait une qualité de colostrum qui soit optimum. Fait que ça, c'est des niveaux d'énergie, des niveaux de protéines brutes, une qualité de minéral qu'on offre à nos animaux. C'est là qu'on peut intervenir. Puis ça, bien, moi, je pense que ça peut être payant pour le producteur. Si les veaux restent en vie, si le colostrum est de bonne qualité, si les veaux sont moins malades, c'est une intervention qui vient à la fois peut-être influencer le persillage, mais en même temps vos performances à la ferme. On va avoir les conditions de chair de la vache à la saillie aussi. Fait que quand la vache elle a vêlé, bien, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'elle nous refasse un autre veau au PC. Puis pour ça, bien, il faut qu'elle ait une bonne condition de chair. Fait que ça vraiment, c'est à partir de son tarissement de son veau d'avant qu'on est capable de faire des interventions au niveau du troupeau pour être capable de s'assurer que quand elle va avoir vêlé cette vache-là, puis qu'elle va être en début de lactation, puis prête à une prochaine saillie, bien, elle va avoir une cote de chair qui va réussir à nous faire des belles chaleurs, puis un retour en veau rapide. Puis là, bien, notre fameuse question de persillage, j'ai mis un point d'interrogation parce que ça reste un concept. Ça reste qu'il y a de plus en plus d'études qui tentent à démontrer que ça peut fonctionner, la programmation fœtale. Mais j'ai gardé un point d'interrogation, puis je vais vous amener sur un autre petit point qui est deux éléments qui peuvent intervenir justement au niveau de la programmation fœtale sur le persillage. Fait qu'on a parlé de la vitamine A puis de la choline. Fait que la vitamine A, ça fait quand même longtemps qu'on travaille là-dessus.
Bien, je dis on là, avec un petit O, là, parce que je n'ai pas fait grand-chose. Mais ça fait longtemps que le milieu scientifique travaille sur ça, puis qu'une augmentation du dosage de vitamine A pourrait avoir un impact sur les cellules adipeuses, en cellules adipeuses intramusculaires, une différenciation au niveau de la cellule adipeuse intramusculaire. Donc, on pourrait augmenter le niveau de vitamine A qu'on donne à notre vache en préparation au vêlage pour espérer justement avoir une différenciation cellulaire qui va plus se diriger vers des cellules adipeuses intramusculaires. Il y aurait aussi, là, certaines études parlent d'injection de vitamine A direct au veau à la naissance aussi. Puis, on a aussi quelque chose qui est assez récent, là, la diapo ici à date de 2023, au niveau de la choline. La choline, dans le fond, elle a été testée sur des vaches qui étaient supplémentées 21 jours avant le vêlage. Puis ce qu'on a vu, dans le fond, c'est qu'il y avait une augmentation au niveau une amélioration du persillage, puis une augmentation chez le gain des veaux aussi, de donner de la choline aux mères 21 jours avant le vêlage. Bon, le seul hic que je veux mettre là-dessus, oui, les chiffres sont là, mais de la choline, ça coûte cher, premièrement. La choline est très dispendieuse. Donc, je me questionne toujours sur le retour sur investissement. Tu sais, je vous ai dit, je veux des méthodes qui vont vous permettre d'augmenter votre qualité de carcasse, mais qui vont vous permettre aussi d'augmenter votre rentabilité sur votre entreprise. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Tu sais, selon l'étude, on voit un 22 livres de plus chez les veaux. Fait qu'on voit vraiment, puis ça, c'est jusqu'à 9 mois d'âge. Fait que, visiblement, ça semble fonctionner pour un coût par vache de 7,35. Fait que, vu comme ça semble être super bon comme retour sur investissement. Mais là, encore une fois, chez un producteur vache-veau, donner de la choline 21 jours avant le vêlage, je ne sais pas si vous avez des vêlages si programmés que ça, mais ça reste une gestion qui est quand même, on le sait qu'il y a des vaches qui vont l'avoir 15 jours, puis possiblement des vaches qui vont l'avoir pendant 2 mois et demi. C'est là que mon calcul de retour sur investissement, je le trouve un peu plus difficile à justifier. Mais je voulais vous en parler quand même, parce que c'est des nouvelles choses qui viennent de sortir, puis peut-être que dans le futur, on aura plus de données, puis qu'on pourra se fier sur ça, puis de dire que oui, de la choline, on en donne à nos vaches avant de vêler, puis ça fonctionne. Au moins, vous pourrez dire, j'ai appris ça, puis je le savais déjà, parce qu'elle me l'a dit à la journée du 8 avril 2025. Fait qu'encore une fois, je mets mon warning en disant que la programmation fœtale, elle peut avoir quand même des effets limités, puis qu'elle peut être très influençable par ce qui se passe autour, par ce qui se passe ailleurs. Mais je trouvais ça intéressant quand même de le mentionner puis de dire que ça existait. Là, on arrive comme dans le milieu de notre petite courbe tantôt, notre fameuse marbling window. On a entendu quand même beaucoup parler dans les derniers mois, la fenêtre de persillage. Je pense qu'il y en avait même sur les petites fiches, là, on en parlait sur ce qui vous a été distribué. Fait que la fenêtre de persillage, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? Bien, en fait, c'est qu'on a comme on le voit, là, tu sais, tout dépendant le type de dépôt de cellules adipeuses, c'est quand même variable, le bleu versus le rouge, le moment à laquelle les cellules se déposent versus s'ils se remplissent selon le type de cellule adipeuse. Donc, il y a quand même une variation chronologique, puis cette variation chronologique-là, bien, on peut en bénéficier, puis on peut, dans le fond, se fier que dans cette période-là, le marbling window, je vais le mettre, mettons, grosso modo, entre 3 et 8 mois d'âge chez le veau, jusqu'à peu près à 250 jours selon la littérature d'âge, bien, on a une fenêtre où, dans cette période-là, si on change l'alimentation, si on favorise l'alimentation du veau d'une certaine façon, bien, on est très proactif dans le dépôt de cellules de persillage dans cette période-là. Donc, on est capable de probablement influencer rapidement puis positivement le dépôt des cellules adipeuses intramusculaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là? Je vous ai dit des variations, puis là, on change ici, puis on fait ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur notre ferme d'avoir vraiment à intervenir dans notre fameuse marbling window? Bien, ce qu'on veut finalement, c'est qu'on veut donner des concentrés. On veut que nos animaux, dans cette période-là, aient accès à une alimentation plus riche en énergie, que ce soit par de la moulée, que ce soit par un supplément avec un grain produit à la ferme. On va voir des exemples plus tard. Mais bref, ce que ça nous montre ici, c'est qu'on avait, dans le fond, dans cette étude-là, on avait 3 groupes. On avait un groupe qui avait été sevré tôt. Fait un groupe qui est sevré tôt de lait, ça veut dire qu'ils ont mangé des concentrés quand même un peu plus tôt. On avait une durée, une période
de sevrage qui était comme normal. Puis on avait le groupe du milieu qui avait une alimentation à la dérobée, puis le groupe de la fin qui n'avait pas d'alimentation à la dérobée. Puis ce que je trouve intéressant quand même, c'est que, bon, le sevrage hâtif, il est vraiment capable de nous donner un niveau, tu sais, le niveau de choice qui est comme l'équivalent du AAA ici au Canada, puis de Prime qui est vraiment, vraiment en grosse augmentation par rapport aux deux autres. Mais quand même, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour un sevrage normal, ceux qui avaient été alimentés avec la dérobée, bien, on a quand même beaucoup plus de Prime que, en fait, on n'avait pas du tout dans cette étude-là. Puis on en avait quand même 11 de Prime quand il y avait eu la dérobée. Donc, c'est quand même des indicatifs qui nous disent que de privilégier une alimentation plus concentrée pendant cette fameuse période-là pourrait vraiment nous aider. Puis, si, mettons, on est plus localement, là, je veux vous apporter sur un terrain, parce qu'on entend beaucoup parler, puis hier, j'étais ici aussi, puis on avait la journée naisseurs-finisseurs, c'était plus des producteurs de lait, on parlait du beef on dairy, puis ça a été un constat unanime. Tous les producteurs qui font du beef on dairy l'ont dit hier, ça persille du beef on dairy, du Holstein Angus, ça persille tout seul. Puis ça, c'est des vrais abattages, des vrais lots de bouvillons qui sont partis à l'abattage on a pas mal tout de 2024 jusqu'en décembre, jusqu'à tout récemment, de différents éleveurs au Québec. Puis, ben, on voit les pourcentages de AAA par vanne. On parlait d'une moyenne québécoise d'à peu près 60%-ish de AAA au Québec. Ben là, j'ai rien en bas de... Mon pire est à 72, je pense. Puis j'ai du 80-85. Là, je ne suis pas en train de vous dire la solution, on switch tout sur le Holstein Angus. C'est pas ça, jetez-moi pas de roche, s'il vous plaît. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une raison, il y a des raisons qui expliquent pourquoi que le Holstein Angus persille bien. Bon, OK, le Holstein, probablement une fibre musculaire un peu plus fine, ça peut peut-être aider. Mais il y a d'autres explications derrière ça, parce que ce n'est pas juste le Holstein dans l'amalgame des deux qui fait que ça persille autant, puis que ça persille selon les objectifs qu'on aimerait avoir dans le bœuf-bœuf. Fait que, une des premières raisons que j'ai spotées, c'est l'alimentation pré-vêlage. On l'a dit tantôt, il y avait, dans la programmation fœtale, il y avait quand même une influence. En fonction de comment on nourrit notre mère, la vache avant qu'elle vêle, ben, on aurait ça nous donnerait quand même une influence sur l'animal, la progéniture qui pourrait persiller. Puis, je ne suis pas en train de dire que les producteurs de vaches de boucherie alimentent pas bien leurs vaches avant le vêlage. Sauf que je pense que, de façon générale, les producteurs laitiers ont une régie, les vaches sont toutes soignées à RTM, les vaches, les programmes alimentaires sont balancés, versus dans les vaches de boucherie, où ce que des fois, ben, des vaches de boucherie soignées à RTM, moi, j'ai pas beaucoup de clients qui le font, puis c'est bien correct, là. Je pense pas que ça soit la rentabilité ce matin d'avoir des troupeaux de 100 vaches à bœuf soignés à RTM, mais veut pas, on a peut-être un peu moins le contrôle sur ce qu'on donne à nos vaches avant le vêlage dans les vaches de boucherie que dans les vaches laitières. Fait que c'est une piste d'explication. Sinon, ben, on a l'âge de la castration. Je ne m'étire pas sur ça, mais il y a quand même plusieurs études qui ont démontré que plus les animaux sont castrés jeunes, plus, dans le fond, ils ont tendance à persiller, versus ces animaux qui sont castrés plus tard. Puis ça, ben, dans le veau laitier, dans le veau Holstein ou Holstein Angus, ben, on le sait, c'est quand même castré très tôt. Là. Tous les producteurs qui étaient là hier nous parlaient que lui qui castrait le plus tard, c'était 2 mois. Puis c'était vraiment celui-là qui castrait le plus tard parce que c'était toujours 2-3 semaines d'âge. Il y en a des producteurs vaches-veaux qui castrent jeunes aussi, mais il y en a qui castrent à 4-5 mois aussi, ça existe. Donc, l'âge de castration pourrait grandement influencer la capacité de persillage. Le sevrage plus précoce. Des veaux de lait, des veaux de grain, ben 56 jours, c'est sevré. Ça n'a plus de lait, puis ça tombe concentré. Puis on l'a dit tantôt, ça fit dans notre marbling window. C'est là qu'il faut commencer à donner des concentrés pour que ça persille. Les veaux de lait, ça n'a jamais été pensé comme ça, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils sont sevrés tôt, sont switchés au concentré. Je ne suis pas en train de dire que demain matin, il faut que les producteurs de veaux dans la bouche commencent à sevrer leurs veaux à 56 jours. On n'a pas de rentabilité à faire ça.
Mais il y a la possibilité quand même de dire on garde les veaux sous la mer, mais on leur offre une alimentation un petit peu plus riche, puis on viendrait quand même imiter un peu ce qui se passe dans le veau laitier. Là, je l'ai comme un peu dit en même temps, l'alimentation des veaux qui est plus élevée, qui est plus concentrée dans les veaux laitiers habituellement que les veaux de boucherie. Puis aussi, tout ce qui est le modèle d'alimentation des Holstein Angus, une fois en parc d'engraissement, est quand même différent de ce qui se fait dans le veau d'embouche dans nos parcs d'engraissement réguliers. Ils sont souvent partis beaucoup plus forts en concentré parce qu'ils arrivent de des élevages de veaux de grain. C'est ça le modèle qu'on a au Québec en ce moment. Les veaux sortent de la poupe, ils s'en vont dans une transition où ils mangent à peu près la même chose qu'ils mangeaient, c'est-à-dire supplément maïs rond avec un petit peu de paille choppée. C'est des animaux qui sont quasiment engraissés comme des monogastriques. Fait que quand on les rentre dans les parcs d'engraissement, on les tient quand même assez haut versus des veaux d'embouche qu'on les starte beaucoup plus tranquillement parce qu'ils arrivent de l'encan, sont stressés, c'est multisources. Il y a plein de raisons qui font qu'on procède comme ça. Mais c'est peut être une raison pourquoi aussi qu'on persille un peu plus dans le Holstein Angus. C'est toutes des pistes de solutions puis des choses qu'on se dit, on peut peut-être se coller là-dessus puis voir ce qu'on peut changer dans nos méthodes. Fait que là, mettons qu'on continue à surfer là-dessus, puis là, on dit, c'est pas juste une question de persillage, parce que je vous rappelle encore mon deuxième objectif de tantôt. Le but, c'est d'augmenter la qualité. À un moment donné, vous allez le répéter avec moi, cette phrase-là. Augmenter la qualité de la carcasse tout en augmentant l'argent qui rentre dans nos poches. Fait que ça, c'est un petit graphique que j'utilise souvent parce que je trouve qu'il parle de lui-même. Ça nous montre un peu les besoins d'un veau de boucherie en fonction de son poids puis la production laitière de la mère. Fait qu'en bref, quand on regarde le 8 puis le 12, ça, c'est la production laitière de la mère. 8 kg de lait, 12 kg de lait. Le 120, 160, 200, 240, c'est le poids du veau. Puis les petites réglettes, tout ce qui est vert foncé, c'est vraiment le besoin, ce que le lait de la mère, le pourcentage des besoins comblés du veau uniquement par le lait de la mère. Puis la petite réglette verte pâle, ça, c'est ce qui manque au veau par le lait. Donc, on voit très facilement qu'à 120 livres, si je n'ai pas une mère qui produit 12 kg de lait par jour, je ne compte déjà plus les besoins de mes veaux par jour. Donc, ils ont besoin de d'autres choses s'ils veulent exprimer leur plein potentiel de gain, puis être capables de faire le plein potentiel de gain qu'ils sont capables de faire avec la génétique qu'ils ont, l'environnement, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune vache qui produit 12 kg de lait, mais on le sait qu'on a des vaches dans notre troupeau qui ne doivent pas produire notre 12 kg de lait. Puis de toute façon, à 160 livres, qu'elles produisent 8, 12 ou même, peut-être qu'à 16 kg, ça serait correct, là, mais qu'elles produisent 8 ou 12 kg de lait, là, on n'est plus là. On a besoin de quelque chose d'autre pour que le veau soit pleinement satisfait. Fait que ça, quand on regarde ça, c'est là qu'on dit que l'alimentation en concentré dans la fameuse marbling window, ce n'est pas juste une question de persillage, parce qu'on est capable, probablement, d'aller chercher un meilleur gain, parce que notre animal, il y a des besoins qui ne sont pas comblés par le lait. Puis, oui, ils peuvent avoir accès à du foin, bien entendu. Puis là, je veux faire une nuance, là. On ne parle pas des veaux qui veillent au package. Parce que le pâturage, c'est quand même un type d'herbe que le pré-ruminant, c'est-à-dire le veau en bas de 4 mois, est capable de digérer. Là, je parle de veaux qui veillent fin d'été, automne, hiver, puis qu'ils ont accès au lait de la mère, puis qu'ils ont accès à un fourrage récolté. Parce que le fourrage récolté, en bas de 4 mois, le veau, plus difficile à digérer, pas tout à fait prêt à digérer ce type d'aliment-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner à nos veaux? Idéalement, des concentrés. Là, il y a plein d'exemples. Moulée complète, un grain que vous faites à la ferme, si vous êtes producteur d'orge, producteur d'avoine, de blé, même du maïs, qu'on pourrait donner avec un supplément. Puis là, j'ai marqué grain seul. Parce que ça se fait, puis c'est correct, mais je vous dis attention au niveau de protéines. Parce que le veau, comme on l'a vu tantôt, ses besoins, on a de la misère à les combler avec le lait de la mère. Donc, on doit compenser le lait qui manque. Mais du lait de vache à bœuf, quand on remet ça sur une base matière sèche de moulée, c'est-à-dire 88-90 de matière sèche, ça dose 22-23 de protéines. Fait que si vous offrez de l'avoine à 11,5 de protéines pour combler un aliment qui est à la base à 22-23 ,
Je ne vous dis pas que ça vous prend une moulée complète à 22, mais on pourrait essayer de trouver un entre-deux. Fait que le grain seul, j'ai pas de problème avec ça, mais non, j'ai un problème avec ça. Le grain seul, on essaie idéalement de mettre un petit supplément avec ça, au moins jusqu'à 3-4 mois d'âge, parce que si on n'offre pas suffisamment de protéines à notre animal, on peut se tirer dans le pied au niveau de sa croissance, au niveau de la développement de sa charpente. On dit qu'on veut développer une charpente pour être capable de mettre du muscle dessus. Puis on pourrait, chez certaines femelles et certaines races, prioriser le dépôt de gras dorsal, même en bas âge, si notre niveau de protéines n'est pas assez élevé. Donc, c'est pour ça qu'on donne ça, OK, mais est-ce que c'est payant? Parce que mon objectif, c'est de remplir vos poches aussi, en même temps qu'on remplit les cellules adipeuses. Fait que ça, dans le fond, c'est juste pour mettre la table, pour vous dire, tu sais, c'est quoi, comment ça prend de kilos de moulées, de grains, de suppléments, de tout ce que vous voudrez pour être capable de faire du gain. Qu'est-ce que ça prend? Fait que ça, c'est une multitude d'études. Il y en a énormément où ce que ça montrait, le gain supplémentaire de donner un aliment en concentré, puis la conversion alimentaire. Fait que vous voyez là, le spectre de la conversion alimentaire, il est vraiment phénoménal. Fait que je vais prendre la moyenne pour les besoins de la cause. Fait que je suis partie de l'idée que mon veau a une conversion alimentaire de 10,5. Vous allez me dire que ce n'est pas une conversion alimentaire à tout casser, mais je vais partir de ça pareil, puis on va réussir à regarder si c'est payant de faire cet exercice-là. Donc, est-ce que c'est payant? Je repars de ma conversion alimentaire à 10,5. Qu'est-ce que ça veut dire, 10,5 de conversion alimentaire? Ça veut dire que ça me prend 10,5 kg d'aliments, dans ce cas-ci de moulée, pour faire 1 livre de gain. C'est ça que ça veut dire de la conversion alimentaire. Là, j'ai pris un prix de moulée complète. Là, je pense que j'ai pris celle de Purina. Là, je ne suis plus trop sûre, en tout cas. Bref, j'ai pris le prix d'une moulée complète parce que c'est probablement l'aliment qui va vous coûter le plus cher à soigner. C'est la simple et unique raison. Donc, si on parle d'un grain que vous produisez à la ferme puis vous achetez un supplément pour mélanger avec ça, ça risque de vous coûter moins cher que 500$ la tonne. Donc, j'ai dit, je vais prendre mon pire scénario où je ne me casse pas le basic, je ne produis pas de grain à la ferme, je ne me casse pas le basic, on donne ça dans un creep feeder ou bien on donne des chaudières à tous les jours. C'est ça que ça coûte. Donc, ça voudrait dire que 10,5 livres de moulée, ça me coûte 2,30. Fait que faire 1 livre de gain, ça me coûte 2,30 de moulée. Puis, ça, c'est mon prix moyen des encans spécialisés mâle-femelle le 20-21 mars, Sawyerville, Saint-Isidore, dans la strate 600-700 livres. 4 et 3. Moi, je trouve que c'est un bon retour sur investissement. Donc, non seulement ça va nous aider à améliorer notre persillage, mais ça devrait nous aider à rentrer de l'argent dans nos poches. Parce que oui, c'est une dépense, c'est une sortie d'argent, mais ça va quand même, c'est quasiment 1,80 pièce qu'on va chercher chaque livre de gain supplémentaire qu'on fait sur notre veau. Puis, il y a d'autres avantages, parce qu'il y a l'avantage monnaie pour monnaie, là. Ça nous coûte ça, ça nous rapporte ça, mais il y a des avantages collatéraux qu'on a en plus. Bien, on va aller chercher une certaine uniformité dans nos veaux qu'on va vendre aussi. Parce que, veut pas, le petit qui, sa mère produit moins de lait, les jumeaux, celui qui se fait voler à tour de bras, il va compenser avec un peu plus de moulée, mais il va quand même, il ne sera pas le laidron de notre gang. Bon, il y a tout le temps une coupe là, qu'on n'est pas capable de réchapper, mais en moyenne, je pense que notre lot va être plus uniforme. Fait que ça, c'est optimal pour une vente. On contribue au développement du rumen, full pin à la planche. C'est le 0,4 mois, c'est la période où ce qu'on doit focusser pour développer les papilles du rumen. Le rumen, c'est un muscle, hein? Fait qu'il faut qu'il soit capable de travailler. Il faut qu'on soit capable de développer ce rumen-là pour les mois futurs, pour ce qui s'en vient dans la vie du veau. On comble son appétit. Il a faim. Il a faim, le veau. À 160 livres, là, la mère la plus productive de votre troupeau, elle ne compte plus ses besoins. Fait qu'il a faim, le veau. Il veut manger. Puis s'il n'y a pas de concentré, il va manger du foin, mais il n'est pas capable de le digérer. Avez-vous déjà vu ça? Puis sûrement pas dans vos élevages, là, parce qu'ici, j'ai les meilleurs qui sont ici. Mais sûrement qu'à l'encan ou en vous promenant chez un voisin, vous avez sûrement déjà vu des petits veaux pensus, là. Tu sais, qui font des petites bedaines basses, là. Bien, ça, c'est un veau qui a faim, puis qui n'a pas d'autre chose à manger que du foin, puis qui n'est pas capable de le digérer. Fait qu'il fait de la bedaine.
Fait qu'on comble l'appétit, puis ça lui permet de faire son gain. Nos conditions de chair de nos vaches aussi. Des fois, c'est rough pour les vaches, là. Tu sais, les veaux, ils ont faim, ils se volent entre eux autres, ça tire du jus pour les moms. Fait que conditions de chair pour les vaches, ça peut aider aussi. Puis, on va voir une certaine réduction du stress au sevrage aussi. Parce que si l'animal mange un aliment solide, puis que pour une raison ou une autre, la mère a déjà commencé à baisser en lait, ou que même si elle n'a pas commencé à baisser en lait puis qu'on fait un sevrage, bien, le veau il est habitué de manger d'autres choses que d'être ployé après sa mère. Fait que, veut pas, ça va réduire le stress. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais on va réduire le stress. Fait que là, ça, c'est le bout que vous êtes capable de faire, les producteurs de veaux d'embauche chez vous, puis que je pense peut améliorer le persillage sur la carcasse à en venir, puis qui peut aussi augmenter vos performances et votre rentabilité à la ferme. Là, on est rendu à la fin. Là, le veau, il est vendu, il s'en va dans le parc d'engraissement, il est rempli d'amour, il est rempli de bons soins. Puis là, ben, on veut les remplir, ces fameuses cellules-là. Bien là, on est rendu chez le gars de parc. On est rendu chez le producteur de bouillon d'abattage, c'est là que la job se fait. Fait que, honnêtement, dans cette phase-là, j'ai vraiment essayé de trouver beaucoup de choses pour vous aider à augmenter votre rentabilité, parce que c'est mon objectif numéro 2. Mais au Québec, on fait quand même déjà bien les choses en général dans les parcs d'engraissement. Les parcs d'engraissement sont habituellement bien suivis par leurs conseillers ou par des gens qui connaissent l'alimentation. Fait qu'il y a quand même des choses là-dedans que je pense que pour la plupart, vous le faites déjà. Puis si vous ne le faites pas, bien, vous commencerez à le faire. Non. Bien, ça vous donnera des pistes de solutions. Fait que les rations élevées en concentré, bien, c'est comme ça qu'on va réussir. Ça prend du gaz. Ça prend gaz au fond pour réussir à remplir les cellules de persillage. Puis, en même temps, bien, ça va habituellement nous fournir un meilleur GMQ, une meilleure efficacité alimentaire, puis on va l'espérer, l'objectif ultime, un meilleur classement. Fait que, ça, c'était une citation que je trouvais intéressante, puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit ou quelque marché que ce soit, mais essayer de faire du persillage avec de l'herbe, ça marche pas. Fait que, ça prend vraiment du grain. Ça prend des concentrés. Si vous avez un marché de bœuf à l'herbe, ça, c'est complètement différent. Vous vendez un produit, votre client est au courant du marché que vous avez, il aime, il apprécie votre produit, puis il l'achète par les valeurs de votre entreprise, par la façon dont vous le faites. Ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Là, on vise le marché à grande échelle, le marché de parcs d'engraissement, où on fait de la viande pour les commerces, on fait de la viande pour l'industrie. Donc, ça prend des concentrés pour remplir ces fameuses cellules-là. Puis l'alimentation, pour la plupart, j'imagine, vous fonctionnez grosso modo comme ça. Bon, j'ai skippé l'entrée en parc, là, parce que le but n'était pas de faire une formation sur comment starter des veaux. Ça s'est déjà fait, puis je pense que vous le faites très bien. Mais en gros, il y a 2 phases. On a notre phase de croissance, où dans le fond, ce qu'on veut viser dans cette phase-là, c'est, quand j'étais en train de développer notre fameuse charpente. On veut commencer à développer un muscle, une charpente, le plus de volume de muscle possible. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le dépôt de persillage, il se développe en étroite collaboration avec la fibre musculaire. Puis, c'est pas fou, parce que ça prend du muscle pour déposer du gras dedans. Fait que la croissance, ça va être une phase qui va être très importante, non négligeable. Notre ratio protéines-énergie dans cette phase-là va être très importante. Parce que là, je n'ai pas ramené mon petit graphique de tantôt, mais dans ma période de croissance, c'est-à-dire, là, on va parler d'un 600-700 livres jusqu'à 1000 livres, là, fait qu'on est à peu près à peu près à 250 jours d'âge jusqu'à 300-310, bien, dans cette phase-là, il commence à y avoir du rouge dans les autres types de gras, dont le gras dorsal. Fait que le rouge, là, les petites bandes rouges, c'était le remplissage des cellules. Ça veut dire que pendant la phase de croissance, il y a du remplissage de cellules adipeuses, mais dorsales qui se fait. Puis entre les viscères aussi, là, mais on va focusser sur le dorsal. Ça veut dire que si votre
ratio protéine-énergie n'est pas bien balancé dans votre ration de croissance, ben vous allez encourager le dépôt de gras dorsal. Puis ça, on ne veut pas ça, parce qu'on l'a dit tantôt, on veut du Y1, du Y2, du Y3, on ne veut pas du 4 et du 5. Fait que le ratio est très important, la protéine est très importante dans cette période-là. Elle est importante tout le temps, mais dans cette période-là spécifiquement, parce que pour développer du muscle, pour développer de la charpente, ça prend de la protéine, c'est super important. Fait qu'un manque de protéines, ben, ça pourrait diminuer le développement musculaire, puis ça pourrait augmenter le dépôt de gras extramusculaire. C'est pas ça qu'on veut. Ensuite, ben, on a la phase de finition. Fait que ça, c'est l'ultime et dernière phase. C'est là qu'on met le gaz au fond. Comme dirait ma fille, en cas de doute, gaz au fond. Fait que, dans le fond, c'est vraiment là que c'est vraiment là que le plus gros processus de remplissage de cellules se fait. Ça se fait, je vous dirais, sur une période assez prolongée, mais à la fin, c'est habituellement un peu plus intensif de ce qu'on peut lire. Sauf qu'il y a une chose qui est importante, il faut qu'elles soient là, les cellules adipeuses, pour pouvoir les remplir. Parce que s'ils ne sont pas là, quand même vous metteriez de l'énergie à 100 le travail ne se fera pas. C'est pour ça que quand je disais qu'il faut travailler main dans la main, il faut qu'on réussisse en tant que filière à faire le travail dès le début, mais c'est pour qu'à la fin, le producteur ait tout ce qu'il a de besoin dans l'animal pour pouvoir les remplir, ces cellules-là. Fait que le niveau d'énergie est important, mais la source d'énergie est importante aussi. On va y revenir un petit peu plus tard. Puis, on va faire aussi un petit warning sur la fibre, parce que même si on dit gaz au fond, on nourrit des ruminants. Ça, c'est quand même important de s'en rappeler. Puis, ça fait un peu bizarre dit de même, parce que quand on a vu les rations de ce matin, c'est quand même très concentré, mais il faut comprendre qu'on n'est pas du tout dans le même contexte d'élevage. Il y a quand même des grosses différences. Juste l'espace mangeoire, l'espace tout court que les bouvillons avaient dans le parc versus ce qu'on fait ici, c'est très différent. Donc, eux peuvent se permettre de rouler avec des niveaux de fibres plus bas sans trop être à risque d'acidose ruminale. Ici, par contre, on en voit un peu plus, pas qu'on en voit un peu plus, mais mettons qu'on est un peu plus borderline, c'est un peu plus fragile. Donc, une ration type en finition, des hauts niveaux de concentré, favoriser les sources de glucose, je vais vous expliquer tantôt. Niveau de fibre efficace favorisant la santé ruminale. Diminution du niveau de protéines. On peut se permettre de baisser un peu la protéine en finition comme ça. Ça donne bien. La protéine, elle coûte quand même cher. L'énergie aussi. Mais si on est capable de baisser notre protéine, notre coût de ration devrait être juste mieux se porter. Puis on peut faire des petites manipulations au niveau de la vitamine A aussi. La vitamine A, elle intervenait tantôt, au début, mais on est capable de faire une autre intervention aussi à la fin. Fait qu'au niveau de concentré, la consommation excessive d'énergie nette est cruciale pour augmenter pour que l'accumulation de gras se fasse. Fait que dans le fond, ça répète ce que je dis tout à l'heure, il faut vraiment donner beaucoup de gaz à l'animal pour qu'il parvienne à remplir toutes ces belles cellules-là. Favoriser les sources de glucose. On a beaucoup d'aliments au Québec qu'on soigne dans les parcs d'engraissement qui vont apporter de l'énergie sous forme de gras. Il y a quand même du positif là-dedans. Là. Je suis la première à en recommander, puis tous mes producteurs à peu près en ont. C'est sûr que de l'énergie sous forme de gras, on vient apporter de la haute énergie à l'animal sans aucun risque d'acidose. En tout cas, ça dépend ce qu'on met à côté, là. Mais la source de gras en tant que telle ne viendra pas perturber à des niveaux normaux de gras, ne viendra pas perturber les bactéries du rumen puis abaisser le pH. Sauf que pour le dépôt de persillage, c'est un peu contre-productif. C'est vraiment le glucose qui est le principal précurseur de la biosynthèse d'acides gras. Puis les cellules adipeuses intramusculaires, ils ont une petite préférence pour le glucose. Fait que c'est sûr que quand je parle de glucose, tout ce qui est maïs, bien entendu, amidon de maïs, tout ce qui est amidon de petites céréales aussi, là, ceux qui sont dans les régions plus périphériques puis qui ont plus des céréales, ça fonctionne aussi. Les sous-produits de maïs aussi, les ensilages de maïs, fait que tout ça, c'est des sources de glucose qui sont intéressantes puis qui vont vraiment venir nous aider au niveau des cellules graisseuses intramusculaires.
Le niveau de fibre efficace. Je l'ai dit tantôt, on nourrit des ruminants, donc c'est important quand même que ces animaux-là ruminent, produisent la salive, contrebalance aussi le pH du rumen, là, qu'en phase de finition peut être un peu plus acide que dans les autres phases. Puis, non seulement pour la santé de l'animal, mais parce que la réduction du pH du rumen de façon trop fréquente, mais ça altère vraiment le microbiote, fait que ça altère toutes les bactéries du rumen. Puis, dans le fond, ça entraîne vraiment une diminution de l'expression des gènes qui sont responsables de la synthèse des acides gras. Fait qu'en gros, là, ce que ce chinois-là, ça veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe en acidose, à chaque fois que l'animal a une chute de pH dans son rumen, bien, ça affecte sa capacité à pouvoir produire du persillage, puis à pouvoir déposer du gras dans les cellules adipeuses. Fait que non seulement le niveau de fibre est important pour la rumination, puis pour le fait qu'on nourrit un ruminant, mais en plus, ça peut être néfaste si notre animal manque de fibre, puis qu'il tombe en acidose sous-clinique ou qu'il tombe même en acidose sous-clinique. La diminution de la protéine, bien, ce qui est intéressant, c'est que dans la fin de l'élevage, on peut se permettre de diminuer la protéine un peu plus basse pour vraiment comme aller plus encourager la voie de dépôt de gras. Parce que dans le fond, un animal, quand on lui fournit de la protéine, c'est protéine énergie, va déposer du muscle. Puis quand on coupe un peu cet apport en protéines-là, bien, il n'a pas la même capacité à déposer ce muscle-là. Donc, de façon très lâche, le métabolisme va aller déposer du gras à la place. Donc, là, je suis en train de dire qu'il faut qu'on sous-alimente nos animaux en protéines. On est capable de faire quand même avec vos conseillers, avec vos gens en alimentation, on est capable de faire des rations bien balancées qui vont peut-être pouvoir venir encourager le dépôt de gras dans les cellules intramusculaires aussi, avec les niveaux de protéines. Puis, le fameux niveau de vitamine A, bien, il y a vraiment des résultats clairs qui indiquent que on peut manipuler le niveau de vitamine A dans l'alimentation des bovins pour aller augmenter tout ce qui est dépôt de gras au niveau des cellules intramusculaires, encore une fois. Fait qu'on parle vraiment, certaines études disent de couper complètement la vitamine A, d'autres disent de la diminuer de certains pourcentages. Moi, personnellement, fait vécu, je l'ai essayé chez un producteur. On coupe la vitamine A pendant comme 2 mois et demi avant l'abattage. Bien là, ça ne fait pas assez longtemps que je le fais, je ne peux pas vous dire si ça marche. Mais il n'y a pas d'animaux de mort. La croissance, parce que le premier symptôme d'une carence en vitamine A, c'est une diminution de la croissance. Il faut faire attention, c'est subtil comme effet secondaire. On ne le voit pas toujours parce qu'on ne pèse pas nos animaux à toutes les semaines. Mais l'animal serait capable de stocker pour environ, là, selon la littérature, 4 à 6 mois de vitamine A dans son organisme. Fait que si on le coupe de 2 mois et demi, pas supposé avoir de carence, pas supposé d'affecter la santé de l'animal, puis ça pourrait avoir une bonne influence. Mais ça, encore une fois, c'est à discuter avec les gens avec qui vous faites affaire en alimentation, puis de valider que tout est bien balancé, puis qu'on peut le faire. Puis aussi, ne pas surprolonger cette période-là aussi, parce que des fois, on le sait, là, on sort un lot de 100 veaux, de 100 bouvillons à l'abattoir, on ne les sortira pas dans la même semaine. Donc, bref, il y a ça qui peut être fait, c'est un autre élément qui peut être apporté dans les modifications. Puis, dans l'alimentation des bouvillons aussi, ben, le persillage, ben, en fait, le dépôt de gras, c'est le temps qui va nous aider. Fait que plus on prolonge nos animaux en engraissement, plus on aide, plus on favorise le dépôt de gras. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu contre-productif de faire ça. Effectivement. Fait que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on prolonge les animaux de 3 mois dans nos parcs pour qu'ils déposent plus de gras, parce que c'est une question d'équilibre, tout ça. Parce que quand on est rendu en fin d'élevage comme ça, là, vous l'avez vu sur mon petit graphique au début, là, tout est dans le rouge. Fait qu'ils ils remplissent les cellules graisseuses à tous les niveaux. Fait que non seulement c'est du persillage qu'on va aller chercher si on prolonge la durée d'engraissement du bouvillon, mais ça va être du gras dorsal, du gras d'invisseur, du gras partout. Fait que c'est vraiment une question d'équilibre. Ça, dans le fond, je le trouve intéressant, ce petit tableau-là, parce que en haut, le point 1 jusqu'à point 9, c'est l'épaisseur de gras dorsal. C'est en pouces. Puis, ça donnait, dans le fond, c'est que quand on est vraiment dans les animaux très maigres, au début, ben oui, les Y4, Y5, là, il n'y en a pas, là, des 0,7, 0,2 %.
Mais du choice, du prime, on n'est pas là pantoute non plus, là. On est en bas de 50 %. OK, on les garde plus longtemps, il y a plus de gras qui se déposent, puis là, on exagère. Puis là, on est rendu à l'autre bout, là. Hey, là, c'est le fun, là, j'étais à 80 % de prime puis de choice, puis j'étais à 56 % d'Y4, Y5. Ouais, c'est pas bien mieux ça non plus. Fait qu'on essaye de se trouver un juste milieu. Parce que si on regarde entre le point 6 et le point 8, là, j'ai 6 de différence de AAA choice, mais j'ai 30 de Y4, Y5 de moins. Ah, j'ai peut-être trouvé la solution. Ça nous prend un entre-deux, ça nous prend une balance. C'est pas facile à trouver, cet entre-deux-là, parce qu'on n'a pas un individu pareil dans le parc. On a des individus qui vont avoir la capacité d'être abattus à 1700 livres de bout. Puis il y en a d'autres qu'à 1500, c'est terminé. Mais ça, ce n'est pas écrit dans leur face. Fait que c'est sûr que de faire des pesées, d'avoir des données, tu sais, Mallory parlait de prendre des données en génétique, mais prendre des données aussi dans l'alimentation, qu'est-ce qu'ils consomment, leur conversion alimentaire, leur GMQ. Quand un animal à 1450 livres fait moins d'une livre par jour, il n'y a plus rien à faire avec ça. Là. Fait que là, il va commencer à déposer du gras si on continue à s'acharner sur cet animal-là. C'est là qu'on se ramasse avec des animaux, peut-être. Ils vont peut-être bien persiller, mais ils vont avoir une méchante belle couche de graisse et faufounes aussi. Fait que tout est une question d'équilibre. Puis il y a plein d'éléments là-dedans qui sont à. Il n'y a pas de plan de match unique. Il y a des éléments qui vont probablement faire chez certains producteurs, d'autres qui c'est moins pour eux autres. Fait que, bref, pour terminer tout ça, ben, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que l'alimentation a joué un rôle majeur dans la qualité de la carcasse. Si je n'ai pas réussi, ben, Anaïs, réinvite-moi plus. C'est la dernière fois que je viens vous parler. Je vous dis mes adieux. Mais bref, je fais des blagues, mais je pense que l'objectif, puis ça, j'étais claire quand je parlais avec les gens des PBQ, je leur disais, il faut absolument que ces changements-là rapportent aux producteurs rapidement parce que je pense que sinon, ça va être difficile de trouver une plus-value puis de trouver des arguments pour embarquer dans le train. Mais en tout cas, du point de vue de l'alimentation, je pense que c'est possible d'avoir les deux, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est rare, mais je pense qu'on est capable. Fait que je pense que plusieurs changements peuvent être synonymes de rentabilité à très court terme. Puis je pense particulièrement à la marbling window pour les producteurs de veau d'embauche. C'est un retour assez intéressant. Puis, à 2,30 $, là, oui, c'est vrai, le prix du veau est exceptionnel à 4 $. Mais même s'il rechutait à 3 $, ben, si le prix de la moulée restait le même, on a encore un retour sur investissement. Il est moins grand, je vous l'accorde, mais il est encore là. Fait que je pense qu'à plusieurs égards, on est capable de faire des calculs pour vraiment mesurer nos retours sur investissement dans ces changements-là. Puis je pense que rapidement, on peut se rendre compte que c'est possible d'être rentable. Puis c'est un long processus, hein? Avant que le veau vienne au monde, jusqu'à temps qu'il soit sur le crochet. C'est un très long processus. Puis je pense que chaque personne a un rôle à jouer, chaque intervention faite sur les veaux. Puis là, j'ai juste parlé d'alimentation. Il y a la génétique, comme Mallory l'a parlé. Il va y avoir la santé, l'implantation, que Christian va venir nous parler aussi. Fait que chaque personne a son rôle à jouer. Puis, je pense vraiment que c'est un objectif qui est atteignable. Puis, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut non seulement aider la filière à long terme, mais vraiment vous aider à court terme aussi. C'est tout.